je vais animer avec mes collègues Yasmina El Rassi et Haïdar Jazouli ce webinaire qui a pour objectif de présenter l'appel à candidature pour le renforcement et la création d'incubateurs universitaires dans 8 pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'objectif général du projet Saphir, qui a été lancé en mars et qui durera 4 ans, est de contribuer à l'inclusion socio-économique de la jeunesse et à la réalisation des objectifs de développement durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour atteindre cet objectif, Saphir a été conçu autour de 3 piliers. Le soutien à plus de 1000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel et environnemental, la structuration et le développement d'un réseau régional d'acteurs de l'accompagnement et la création d'espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics. Le projet Saphir est cofinancé par l'Union européenne et est mis en œuvre par un consortium de 6 partenaires. L'Institut français, qui est chef de file, l'AUF, que nous représentons aujourd'hui, CFI, l'NND, le LABES et Pitchworthy. Ce projet est mis en œuvre dans 9 pays, l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Palestine et la Tunisie. L'une des spécificités de Saphir est de travailler au développement d'un réseau des structures intermédiaires qui accompagnent les jeunes porteurs de projets, à savoir les incubateurs et les universités pour ce qui relève de l'entrepreneuriat social et les OSC pour ce qui relève du plaidoyer et en faveur des objectifs de développement durable des ODD. L'objectif est pour chaque catégorie de structure de mettre en commun, de mutualiser des méthodologies d'accompagnement et des bonnes pratiques afin de garantir un accompagnement homogène des jeunes dans tous les pays d'intervention du projet. Pour ce qui est des établissements d'enseignement supérieur, donc qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, l'idée principale est d'accompagner le développement ou le renforcement d'incubateurs universitaires et dans un second temps de contribuer à les positionner comme des acteurs incontournables dans la réalisation des ODD. Les universités qui seront sélectionnées à l'issue de l'appel à candidature que nous présentons aujourd'hui rejoindront un réseau composé de 8 incubateurs locaux et de 21 organisations de la société civile en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Sélectionnés suite aux 2 premiers appels à candidature que nous avons déjà lancés avec le consortium de partenaires du projet au mois de mars. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un grand réseau de toutes les structures intermédiaires qui travaillent dans l'accompagnement des jeunes pour le structurer et permettre un accompagnement efficace et homogène des jeunes dans les 9 pays d'intervention du projet Saphir. Je vais maintenant, sans plus tarder, donner la parole aux directeurs régionaux de l'AUF au Maghreb et au Moyen-Orient, Madame Danielle Payet et Monsieur Jean-Noël Baléo, avant de laisser Yasmina et Haïdar présenter l'appel à candidature. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions en français ou en anglais. You can also ask your question in English in the chat or during the Q&A session. Je vais juste vous demander de ne pas oublier, lorsque vous poserez une question, de rappeler le nom de votre université et le pays où vous vous trouvez. Please, when asking a question, don't forget to mention your university and your country. Pour les intervenants, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer votre micro quand vous prenez la parole et de le couper à la fin de vos interventions. Madame Payet, la parole est à vous. Je pense que Madame Payet n'est toujours pas là. Je propose qu'on commence par Monsieur Baléo, s'il est disponible. Ok, Monsieur Baléo, si vous voulez bien commencer le temps que Madame Payet nous rejoigne. Très bien, écoute. Je suis là, excusez-moi, mon micro était coupé. Ah, d'accord. Madame Payet, alors la parole est à vous. Bien, merci beaucoup. C'est un bel honneur, une grande joie d'être présente dans ce webinaire et de faire votre connaissance, certes en distanciel, et de dire à quel point ce projet est essentiel pour l'AUF, évidemment, sur les enjeux d'inclusion économique de la jeunesse, de favoriser le lien avec les pouvoirs publics, de créer ces canaux possibles de communication, d'échange, de partage, et la perspective d'être un acteur qui va permettre l'émergence, l'accompagnement de projets à impact social, culturel et environnemental fort. Donc évidemment,
L'AUF est concernée par ces mêmes enjeux et en particulier au sein de notre direction régionale Maghreb, puisque un de nos cœurs de métier, un de nos cœurs d'engagement, eh bien, la question de l'employabilité avec toutes les modalités que cela convoque, que ce soit nous aussi, de manière complémentaire avec le projet Saphir, l'accompagnement, et justement, il y a des synergies à créer, l'accompagnement de porteurs de projets, de mise en relation au sein d'écosystèmes en lien avec les incubateurs locaux et notamment ceux que le projet Saphir va permettre de créer. Et aussi cette étude de cas sur l'impact de la culture dans le processus de démocratisation qui peut avoir des effets notamment sur l'entrepreneuriat culturel et au-delà sur les industries culturelles et créatives. Donc, ce sont autant d'axes qui sont fondamentaux au sein du projet, mais qui font bien écho à ces besoins économiques et sociétaux vis-à-vis desquels l'AUF Maghreb et l'AUF mais l'AUF Maghreb en particulier se sont très concernés et engagés. Donc, belle vie à ce projet qui est très prometteur et qui répond à cette nécessité fondamentale de nos sociétés de mieux s'entreprendre en tant que personne et au sein d'écosystèmes en mouvement permanent. Merci à vous et je vous souhaite de très bons échanges. Et merci à Ida pour son magnifique engagement sur ce projet. Merci beaucoup, Madame Payet. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons maintenant du côté du Moyen-Orient rejoindre le directeur régional de l'AUF au Moyen-Orient, Monsieur Jean-Noël Baléo. Merci, Sima. Je vais essayer de ne pas répéter ce que vous-même ou Daniel avez pu dire l'un et l'autre. Simplement quelques mots ici, donc vu du Moyen-Orient où la jeunesse est confrontée vraiment à de multiples défis. C'est une région qui subit un empilement de crises avec aussi des difficultés systémiques d'absorption des jeunes diplômés qui sont très nombreux sur le marché du travail. C'est une région qui est affectée par des crises économiques, sociales, sanitaires. Et la jeunesse de ce Moyen-Orient, elle a besoin et surtout, elle mérite d'être soutenue. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du programme qui ont déjà été présentés, mais simplement pour dire que dans notre esprit, c'est un programme qui a aussi pour ambition, dans une certaine mesure, de permettre à la jeunesse d'exercer une citoyenneté active. Alors, pour ce qui concerne les universités que vous représentez aujourd'hui, le programme Saphir, il vise à vous accompagner dans le développement, le renforcement d'incubateurs au sein des campus. Et comme le disait Sima, c'est aussi un programme qui vise une dynamique de mise en réseau, mais pas seulement avec des incubateurs, également avec la société civile, en rappelant aussi l'intérêt qu'il y a à connecter parfois la jeunesse, les universités avec les pouvoirs publics. Au-delà de la durée de ce projet, l'objectif, c'est de structurer un écosystème de manière favorable et durable pour le développement de projets à impact social, culturel et environnemental. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de ce programme, qui n'en est pas moins un programme exemplaire. C'est un programme qui vise des projets à impact fort, à impact durable. Et je le redis aussi aux universités qui nous écoutent, les structures qui devront être créées doivent être ambitieuses et aussi elles doivent être pérennes. Donc l'objectif de l'AUF dans ce programme, ce n'est pas de vous aider à capter un financement conséquent avec un effet d'aubaine, c'est vraiment d'accompagner les universités parmi vous qui ont un incubateur ou qui ont un projet d'incubateur à répondre à un besoin précis actuel de monter en compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Voilà. Moi, je viens, il y a quelques semaines, j'étais encore en Irak, et le trésor ici au Moyen-Orient, c'est pas le pétrole, c'est la jeunesse. Même si
les jeunes sont parfois perçus comme un facteur de déstabilisation, alors qu'ils constituent bien au contraire un formidable de réservoir de talent et de développement local. Et d'une certaine manière, ce programme il constitue une forme de réponse parce qu'il vise à vous donner des capacités, à accompagner les étudiants pour construire des opportunités pour eux-mêmes, pour la société et aussi sur la base de projets viables. Voilà, avec ce programme, l'AUF vient compléter son action qui est déjà massive ici au Liban et en Égypte dans le domaine de l'entrepreneuriat étudiant, dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Et elle prend, comme le soulignait ma collègue Danielle, pleinement sa part aussi pour voilà, épauler ses membres, les accompagner dans leur développement et proposer systématiquement des solutions bien adaptées au contexte. Voilà, j'ai déjà été trop long. Je nous souhaite plutôt un séminaire très productif que nous avons voulu le plus interactif possible. Voilà, je salue mes collègues au Maghreb. Je remercie l'équipe à Paris, Sima, et puis je remercie aussi Yasmina Elassi, que vous voyez ici sur l'écran, et qui est votre interlocutrice à Beyrouth pour le Moyen-Orient. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Baléo. Merci beaucoup. Après cette belle entrée en matière, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que nos collègues Yasmina Elassi et Haïdar Chazouli puissent commencer à nous présenter l'appel à candidature pour le renforcement ou la création d'incubateurs universitaires donc, qui nous réunit aujourd'hui. Yasmina va dans un premier temps présenter le cadre général de l'appel, la procédure et les critères de sélection. Puis ce sera au tour de Haïdar de nous présenter les activités que les universités sélectionnées devront mettre en œuvre dans le cadre du projet Saphir et de la subvention qui leur sera octroyée, pour enfin nous présenter les modalités de gestion de cette subvention et les dépenses éligibles dans le cadre de cet appel à candidature. Donc, je donne tout de suite la parole à Yasmina. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier tout le monde pour l'intérêt que vous portez au projet Saphir. Je suis Yasmina, chargée de projet Saphir à la direction régionale Moyen-Orient de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, le projet Saphir prévoit la création ou le renforcement des espaces d'incubation innovants qui sont accessibles à tout le monde au sein de 18 universités dans les pays d'intervention du projet Saphir, au Moyen-Orient, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, et dans la région de Maghreb, c'est l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye. Ces espaces seront à la fois des lieux de transition entre les mondes universitaires et le marché du travail, qui visent à renforcer les compétences entrepreneuriales des étudiants, de favoriser la synergie entre les entreprises et les universités pour avoir plus des opportunités d'employabilité et de sensibiliser le public sur les enjeux des objectifs de développement durable afin de favoriser la culture citoyenne chez les étudiants et les enseignants. Les 18 établissements d'enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés à travers deux appels à candidature. Ils bénéficieront d'un accompagnement technique et financier, notamment une subvention de maximum 80 000 € chacun, et qui permettra aux universités de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et de créer un espace d'incubation dédié aux étudiants entrepreneurs. Cet accompagnement sera mis en œuvre en 3 phases. La première phase, c'est la phase de diagnostic de 3 mois. Elle sera adaptée aux besoins et spécificités locaux afin de pouvoir choisir les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet Saphir. La deuxième phase, c'est la phase d'accompagnement d'1 an et ça sera axé sur la formation et l'action.
Et la troisième phase, c'est la phase d'évaluation de 3 mois aussi, qui va être à mi-parcours du projet. Donc, l'objectif du projet est de permettre à ces espaces d'incubation, d'incuber des initiatives entrepreneuriales sociales des étudiants et de fournir des formations dédiées aux objectifs de développement durable. Dans le cadre du premier appel à candidature qui a été lancé le 1er septembre, il y a 9 établissements d'enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés avec une représentation des pays géographiques entre les pays de mise en œuvre des activités. Donc, le processus a commencé lors du lancement du premier appel à candidature le 1er septembre qui va être ouvert jusqu'à 31 octobre. Les universités doivent candidater en ligne à travers du formulaire que vous pouvez trouver sur le site Saphir et le site de l'AEF. Puis, il y aura une présélection par le consortium de partenaires qui va prendre lieu entre le 1er novembre et le 15 novembre 2020. La présélection sera basée sur les indicateurs et les critères que nous vous indiquerons dans un moment. Et les universités présélectionnées auront un entretien en ligne entre le 16 novembre et le 27 novembre 2020. Chaque université recevra une lettre le 30 novembre au plus tard, soit une lettre d'acceptation ou une lettre de refus. Et la contractualisation entre l'AEF et les universités sélectionnées prendra lieu le décembre 2020. Le lancement des activités du projet Saphir doit prendre lieu entre janvier et février 2021 et doit être mise en œuvre le juillet 2022 au plus tard. Le second appel à candidature sera lancé le 2022 pour choisir les 9 autres universités. Maintenant, on va parler à propos de sur quelle base les universités seront sélectionnées. Donc, l'évaluation de la candidature portera sur 5 éléments. Le premier sera l'établissement doit répondre aux prérequis fixes. Donc, lors de votre candidature, il vous sera demandé de fournir des pièces justificatives. Ces pièces doivent être en français ou en anglais. Le deuxième critère, c'est que les activités proposées par vous doivent permettre à atteindre les objectifs fixes par le projet Saphir. Donc, ils doivent renforcer une gouvernance en matière de responsabilité sociale de l'université. Ils doivent renforcer des formations dédiées à l'entrepreneuriat social et aux enjeux des objectifs de développement durable. Et ils doivent renforcer la création d'incubateurs universitaires. Le troisième critère est que l'établissement doit avoir la capacité de mettre en œuvre ces activités et de développer un budget cohérent avec les activités qui permettra d'atteindre les objectifs fixes du projet. Finalement, l'établissement doit manifester son intérêt pour les objectifs du projet Saphir, donc la favorisation de la participation citoyenne active des jeunes et contribuer à leur inclusion politique, sociale et économique. Et maintenant, je donne la parole à mon collègue Haïdar. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Haïdar Jazouli. Je suis chargé du projet Saphir dans la région Maghreb. Donc, toujours dans la continuité de ce qu'a présenté Yasmina. Pour ma part, je vous parlerai des activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Donc, une fois sélectionnées, les 9 universités seront amenées à réaliser 3 principales activités. Premièrement, l'adoption ou le renforcement d'une gouvernance en matière de responsabilité sociale des universités.
Donc, j'imagine qu'ici, tout le monde est plutôt familier avec ce concept. C'est donc les mêmes principes de la RSE en entreprise transposés et appliqués aux universités dans la mesure où l'université doit intégrer tous les enjeux de développement durable dans toutes ses activités traditionnelles. Ça va de la formation et de la recherche jusqu'à l'administration et la logistique. Et avec l'ensemble de nos partenaires, nous allons mobiliser des experts pour accompagner les universités sur ce volet-là. La deuxième principale activité, c'est la conception ou le renforcement de parcours de formation dédiés à l'entrepreneuriat social et aux ODD. Et donc, cela passera par plusieurs sous-activités, notamment la formation des formateurs destinée au personnel enseignant sur les principes élémentaires de l'entrepreneuriat social, mais aussi la sensibilisation et formation des enseignants-chercheurs aux ODD, et aussi une mise en pratique avec les étudiants et l'organisation de visites de structures de l'écosystème local. Et enfin, la conception d'un module académique intégré dans les parcours universitaires. Troisième activité à mettre en œuvre dans le cadre du projet Saphir, c'est la création et le renforcement d'incubateurs universitaires dédiés à l'entrepreneuriat social. Et cela passe notamment par la formation de personnel universitaire, l'animation d'incubateurs et l'accompagnement de projets, et l'élaboration de sessions de sensibilisation aux ODD, et l'élaboration d'une programmation annuelle d'événements citoyens, et aussi la mise en relation entre les acteurs socio-économiques et les étudiants entrepreneurs, et aussi pour les universités et établissements où il n'y a pas de statut d'étudiant entrepreneur, organiser une formation au plaidoyer en faveur de ce dernier. Après, nous allons passer aux modalités de la gestion de la subvention. Donc, comme vous le savez probablement, une fois sélectionnés, les 9 universités sélectionnées seront amenées à signer une convention avec l'Agence universitaire de la francophonie. Et deux modalités de gestion de la subvention sont possibles. Il y a premièrement une gestion directe des dépenses par l'université bénéficiaire. Et la deuxième option, c'est la gestion mixte entre l'université bénéficiaire et l'AUF. En fait, la modalité de gestion dépendra surtout de l'expérience de l'université ou de l'établissement dans la gestion des projets européens. Et cette convention portera en fait sur 3 aspects. Premièrement, le fait que la part de la subvention dédiée aux frais administratifs et de personnel ne doit pas dépasser 50% du montant de la subvention octroyée. Et bien sûr, tout le long du projet, les universités seront responsables du bon déroulement des activités, bien sûr, et de l'exécution des dépenses, et seront tenues de les justifier. Le deuxième aspect sur lequel portera la convention, c'est le fait que la subvention gérée par les universités sera versée en 3 tranches. Une première tranche qui sera versée au démarrage du projet, qui s'élève à 40%. Une deuxième tranche de 40% aussi, après la justification de 70% des dépenses de la première tranche. C'est beaucoup de détails, mais je vous invite à consulter le document qui est disponible sur le site, où vous pouvez retrouver tous ces éléments et les relire à tête reposée. Et enfin, une troisième tranche de 20% qui sera versée après réception des livrables finaux. Le troisième sur lequel portera la convention, c'est le fait que la part des dépenses éligibles relatives à la rémunération d'experts et à l'achat de matériel, en cas de modalité de gestion mixte, sera probablement gérée par l'AUF. Et justement, en ce qui concerne les dépenses éligibles, nous les avons listées justement sur le document qui est disponible sur le site. Donc, les dépenses éligibles, c'est premièrement la rémunération d'experts, qui comprend la prestation de services, mais aussi leurs frais de déplacement, l'achat et location de matériel pour les incubateurs et les parcours de formation, les frais administratifs, qui incluent tout ce qui est secrétariat, consommables, logistique, etc., les frais de personnel, les temps de travail des enseignants-chercheurs pour la conception des nouveaux parcours, et les visites de structure, et aussi l'organisation de visites de structure de l'écosystème. Et enfin, les frais de communication. Ça inclut tous les supports de communication relatifs
à la mise en œuvre des activités, qu'ils soient papier ou numérique, et les frais liés à l'événementiel. Donc voilà pour la présentation de l'appel. Et à présent, nous sommes à votre écoute pour vos questions. Sima, je te laisse reprendre les rênes. Mais merci beaucoup Haïdar, merci beaucoup Yasmina pour cette présentation assez exhaustive de l'appel. Donc maintenant la parole est à vous, chers participants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, qu'elles soient d'ordre technique, financière, vraiment, quelles que soient vos questions, n'hésitez pas à nous les poser directement. Donc c'est l'occasion pour nous de vous répondre directement, sachant qu'on est aussi joignable par email. On vous mettra dans le chat l'email sur lequel vous pouvez aussi nous joindre pour d'autres questions. Et voilà, on a voulu ce temps d'échange aussi pour pouvoir échanger directement avec vous et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit sur le chat ou en prenant la parole directement. Est-ce que je peux me permettre une question? Bien sûr, bien sûr. Oui. L'appel à candidature va permettre de choisir 18 établissements d'enseignement supérieur. Et quid de ceux qui ne vont pas être retenus et qui auront fondé beaucoup d'espoir par rapport à la proposition qui interpelle chacun de nos écosystèmes sur ces questions d'entrepreneuriat, d'accompagnement de la jeunesse, tout ce qui concerne les objectifs du projet. Donc, est-ce que vous prévoyez un accompagnement en seconde zone ou est-ce que vous pourrez comment nous pourrons-nous prendre soin de ces refus parce que par rapport à d'autres appels d'offres vis-à-vis d'universités qui s'étaient beaucoup mobilisées, qui ne sont in fine pas choisies, ça crée de la frustration et voilà, donc est-ce qu'il y a des réflexions sur cela? Est-ce que la question est pertinente ou pas? En tout cas, sur le terrain, elle l'est. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Payet. Oui, bien sûr, l'idée, c'est quand même de pouvoir accompagner un maximum de jeunes dans ces deux régions que sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ou pour nous, en tant qu'AUF, le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc, l'idée, c'est qu'il faudra qu'on soit créatif pour trouver les moyens aussi au-delà du projet, d'accompagner le plus grand nombre. L'idée avec ce projet, c'est surtout de structurer, de mettre en place un peu les bases, les fondements qui nous permettront d'assurer un accompagnement pérenne de ces jeunes pour aller bien au-delà des structures qui seront retenues. Donc, dans le cadre de l'appel qu'on présente aujourd'hui, l'appel qui permettra de sélectionner 9 autres établissements d'enseignement supérieur donc dans 2 ans, pour au final avoir 18 établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qui seront accompagnés, soutenus dans le cadre de Saphir. Mais oui, bien sûr, on réfléchit déjà à la suite et à la manière d'élargir cet accompagnement au plus grand nombre. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, je vous en prie, madame. Je me présente, c'est Madame Belkhair Hind. Je suis vice-recteur des relations extérieures de l'Université Oran II de l'Algérie. Donc, tout d'abord, on vous remercie pour toute cette dynamique et cet intérêt que vous portez à l'accompagnement de ces étudiants et de les placer dans un écosystème favorable à un développement, que ce soit durable ou un développement aussi sociétal. On a quelques questions précises, mon collègue et moi, M. Baba Ahmed, qui concernent plus particulièrement l'axe financement. Je voudrais donner la parole à M. Baba Ahmed pour vous en vraiment préciser la question et on aimerait bien avoir une réponse. On est en pleine soumission pour ce projet. Bonjour. Bonjour, je vous remercie aussi à mon tour pour cet accompagnement sur le projet Saphir. En fait, il est précisé sur le formulaire de candidature que l'université doit être en capacité d'ouvrir une ligne budgétaire propre au projet Saphir. Là, est-ce que des fois, ce n'est pas possible côté organisation? On se demande, est-ce que ça, c'est une règle
qu'on doit avoir ou on n'a pas bien compris cet aspect. C'est-à-dire, on aimerait bien que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous entendez par ligne budgétaire. Est-ce que c'est un compte qui va être spécifique au projet ou bien il faut vraiment que dans le budget de l'établissement, il y ait un chapitre consacré à ça? Voilà, merci. Je vous remets la parole. Merci beaucoup pour votre question. Petit peu technique, je vais peut-être me tourner vers nos amis de l'Institut français, peut-être vers Siam, pour cet aspect purement budgétaire. Alors, Marion, est-ce que… Sima, Oui, Sabine. tu m'entends? Bonjour. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse à cette question. Je suis donc Sabine Lopez, la directrice des projets de l'AUF. Et l'idée est de pouvoir reconnaître, isoler les fonds versés à l'université sur une ligne budgétaire précise. Ce n'est pas forcément un compte bancaire particulier, hein, mais c'est la capacité de pouvoir suivre l'évolution du budget de façon ciblée, que cette somme, la somme qui va être versée à l'université ne soit pas noyée dans le pot commun des financements de l'université. Est-ce que cela peut vous aider? Très bien. Donc, nous, on a eu déjà une expérience d'un projet avec l'AUF qui s'appelle Climadapt, où il y a eu un compte bancaire spécifique pour gérer tout l'argent qui a été remis dans ce cadre du projet. Parce que ligne budgétaire, juste pour vous expliquer que nous, c'est des établissements publics. Donc, le financement des universités au niveau de l'Algérie, je pense que le problème il est national, c'est que c'est des budgets de l'État. Donc, c'est l'État qui définit les chapitres et tout le côté financier. Donc, mais ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on a déjà fait, c'est de mettre cet argent dans un compte spécifique pour budget, donc l'ouvrir pour le projet, et là, on ne pourra pas noyer l'argent dédié à l'université comme budget général et l'argent dédié au projet. Est-ce que cela pourrait suffire et elle ne pourra pas il pourra nous permettre de soumettre et ne sera pas un handicap pour la soumission? Voilà, c'est ça ma question. Ça pourrait tout à fait être une solution à condition que ce compte bancaire soit bien au nom de l'université. Ça ne peut pas être un compte bancaire personnel. Non, bien sûr, c'est un compte bancaire de l'université pour le projet Saphir. Voilà. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci Sabine pour ces précisions. Je vous propose qu'on prenne, on répondra aux questions dans le chat à la fin et pour faciliter peut-être la prise de parole, on va vous demander de lever la main de manière virtuelle dans Zoom avec le petit bouton. Bonjour. Monsieur, parce qu'il y a des personnes qui attendent depuis un moment qui ont la main levée sur Zoom, je vais donner la parole à Atef El Chabraoui. Et bonjour, je suis vraiment très content et très ravi de participer à cette des informations très rapides. J'ai une petite question puisque personnellement j'étais engagé avec les Nations Unies pour préparer la conception d'un cours en arabe pour les ODD. Et ma question est très simple concernant la conception de modèles académiques. Je sais bien que les Nations Unies travaillent sur des choses standards. Donc, ma question est, vous voyez que chacun d'entre nous va préparer un cours, un module particulier à elle. Chaque université va préparer sa propre formation au module. Ou vous avez quelque chose de standard qu'on puisse s'inspirer
sachant que c'est important d'harmoniser. C'est la première question. La deuxième question regardant l'innovation sociale. Je vois que l'appel d'offres ne contient pas quelque chose sur l'innovation sociale. Et normalement, ça va de soi. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat social, on parle de l'innovation sociale. Donc, est-ce qu'on peut proposer dans le programme des choses touchant l'innovation sociale? Merci, à vous. Merci monsieur pour votre question. Pour la première partie de votre question, il n'y aura pas de cadre imposé. Les universités pourront proposer des parcours de formation, mais elles seront accompagnées par de l'expertise externe, par l'expertise aussi des partenaires de Saphir, parce qu'on a donc 2 incubateurs, 2 SAEI, le Labes et Pitchforcy dans notre consortium de partenaires, donc ils pourront aussi fournir un accompagnement, donc des conseils sur les parcours de formation qui pourront être renforcés ou créés. Et pour la deuxième partie de votre question, bien sûr, l'innovation sociale va de pair, comme vous le disiez, avec l'entrepreneuriat social. Donc, bien sûr, c'est un axe aussi à privilégier, mais toujours en lien avec les 2 thématiques fortes de Saphir, qui sont l'entrepreneuriat social et la réalisation des objectifs de développement durable. Mais oui, bien sûr, c'est un levier important, l'innovation sociale, et elle prendra toute sa place dans le déploiement des activités des universités. Merci. Merci à vous, monsieur. On a encore ma collègue de l'université égyptienne japonaise technologie. Je crois que Maali va aussi poser une petite question. Elle a levé la main. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, bonjour. Alors, est-ce que je peux prendre la relève de Dr Aotif pour poser mes questions? Bien sûr, je vous en prie, madame. Merci. Alors, moi, j'ai une question pour soumettre la candidature. Est-ce que le dossier doit impérativement être rédigé en français ou il peut être rédigé en anglais? Il peut tout à fait être rédigé en anglais aussi. Et là, parce que moi, j'ai lu en détail l'appel, j'ai aussi une question parce qu'il y a là ce qui concerne la charte RSU à réaliser. Est-ce que la charte devra être aussi en français ou ça peut être en anglais ou les deux? Je ne sais pas. C'est possible aussi, elle peut aussi être rédigée en anglais. Ça va. Alors, j'ai d'autres petites questions, si vous me permettez. Au niveau des experts à solliciter dans le cadre de ce projet, comme Dr Aotif a dit, on est une université avec un partenariat japonais, on a un consortium de 13 universités japonaises. Alors, soit pour les missions d'expertise, est-ce que nous pouvons avoir recours à des experts qui sont japonais, qui sont spécialisés dans le domaine ou pas? Est-ce qu'on peut impliquer ce type d'experts ou non? Oui, tout à fait, l'expertise est ouverte, mais comme c'est précisé dans la présentation de l'appel à candidature, il y aura quand même une validation du consortium de partenaires par rapport aux experts qui seront proposés par les universités, mais bien sûr, il n'y a aucun refus d'une expertise quelle qu'elle soit. Il y aura juste une validation par nos incubateurs par rapport aux besoins qui auront été identifiés au moment de la phase de diagnostic pour être sûr que ça corresponde bien aux besoins et aux activités qui vont être déployées. Mais ça peut tout à fait être de l'expertise japonaise ou d'autres pays. Ça va. C'est-à-dire que ce sera validé ou négocié pendant la phase, les premiers 3 mois. Si notre université a été élue, alors ça sera négociable pendant cette période-là. Oui, pendant cette période et même au-delà. Pendant la période, pendant les 18 mois que couvrira la subvention, selon les activités qui seront déployées, l'expertise qu'on sera amené à déployer, vous pourrez proposer de l'expertise à la validation du consortium de partenaires. D'accord. Et là, j'ai une question. Toutes les activités qui seront préparées par l'université, suggérées dans le cadre du projet, ça va concerner seulement le pays où nous sommes, c'est-à-dire l'Égypte. On cible toute l'Égypte et non pas la région MENA, c'est-à-dire c'est juste l'Égypte quand on conçoit les activités. C'est le contexte local. C'est ça?
Oui, oui, vous pouvez après, dans le cadre du projet Saphir, si vous pouvez déployer des activités à l'échelle régionale, c'est encore mieux. Mais si c'est déjà à l'échelle de l'Égypte locale, c'est très bien aussi. Mais c'est tout à fait possible et même on favorise ça, les activités qui se déploieraient aussi à l'échelle régionale. D'accord. Une toute petite question, une toute petite dernière question. Là, pour les formations à proposer, et est-ce que ce sont des formations diplômantes ou ce sont juste des ateliers de formation qu'on va proposer aux jeunes pour les objectifs ODD ou pour l'entrepreneuriat social? L'idée, ce serait quand même que ce soit des formations certifiantes. Donc, Oui. donc un module, un cours ou toute une formation, mais voilà, l'idée, c'est quand même que ce soit certifiant aussi. Et on peut concevoir ce module pour qu'il soit assuré à distance ou ça doit être en présentiel ou hybride ou c'est à nous de voir? Oui, ça, je crois qu'on pourra voir au cas par cas, mais je pense que ça peut aussi être une formation hybride à distance. L'essentiel, c'est vraiment qu'elle soit assurée par l'université, qu'elle entre dans le cadre d'un cursus universitaire. Mais je pense que sur la forme que prendra cette formation, c'est assez ouvert. D'accord. Et pour les formations doivent porter sur l'entrepreneuriat et les objectifs ODD. Est-ce que ma question, est-ce qu'on peut intégrer aussi une petite partie en concernant ce qu'on appelle soft skills, les compétences dites douces là aussi? Ça rentre dans le cadre des formations, de la formation proposée en partie, puisque… S'il y a un lien avec l'entrepreneuriat social ou avec le développement durable, oui. Mais sinon, si c'est des soft skills qui n'ont pas de rapport direct, de lien direct avec ces deux Vous thématiques. répondre la parole? Merci beaucoup, madame. Oui, monsieur, et ensuite, je donnerai la parole à monsieur Ahmed Koubaïsi de l'IUL. Je vous en prie, monsieur Najib. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. En fait, je voudrais aller droit au but. Il y a des activités dans l'entrepreneuriat social, à mon sens, qui vont se faire sur le terrain, learning by doing. Et là, je parle de l'implication de la mobilisation des étudiants pour accompagner des coopératives, des micro-entreprises, des TPE, qui dans leur raison d'être, en fait, pour l'entrepreneuriat social. Est-ce que le projet Saphir, genre d'activité, est éligible d'être couvert par, considéré comme une activité du projet Saphir? Merci beaucoup. Je vais, pour faire tourner un peu la parole, laisser aussi mes collègues répondre. Il y a Yasmina ou Haïdar, si vous voulez répondre à cette question. Bonjour, monsieur Hamouti. Pour répondre à votre question, c'est pile ce qu'on propose dans le cadre de l'activité de la conception ou le renforcement de parcours de formation dédiés à l'entrepreneuriat social. Je pense que oui, le Learning by Doing, ça correspond à la mise en pratique qu'on veut implémenter avec les étudiants entrepreneurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Haïdar. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci, Haïdar. Je donne la parole maintenant à monsieur Koubaïsi. Thanks a lot for the presentation. In fact, I would like to ask in English, if possible. I'm Ahmed Koubaïsi, speaking on behalf of Islamic University of Lebanon. Now, my question comes in two parts. First of all, when preparing the budget for activities that need to be carried out, we need to make sure that the proposed budget is consistent with the activities to be implemented that will allow us to reach the objectives set by the project. Now, my question is, do we need to include the budget for activities within the operating budget of the universities for the coming 2 years? And my second question is, does AUF favor any specific model for incubation of projects in the meantime for this project in specific? Thank you. Thank you very much. Yasmina, could you please answer Mr. Koubaïsi?
Yes, sure. Mr. Kubaisi, can you please repeat the last question? Hey, does AOF favor any specific model for incubation of projects for the specific type of project or for Safir in specific? Okay. So thank you so much for your question. So for the first one, the budget should only include the operational expenses of the activities related to Safir and not the operational expenses of university in general. For the second question, which is related to the modality, there will be experts from our partners, either Pitchworthy or Labus, who can assist in developing this modality. However, if the university has their own experts or prefer to have their own experts in developing these modalities, then you are welcome to present them. The consortium of partners will validate the list of the experts prior to the implementation of the activities. However, no expert will be refused, but just to make sure that the experts will have the expertise in order to implement the activities. Okay, thanks. Thanks a lot for your answer. Thank you, Mr. Kubaisi. Thank you, Yasmina. Monsieur Salah, je pense d'Algérie, si vous voulez bien prendre la parole. Bonjour, je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. Et pour l'accompagnement que vous assurez pour la soumission de ces projets. J'avais deux petites questions. La première concerne l'aspect financier dans le budget. On doit soumettre notre proposition de projet et on doit ventiler les différentes dépenses sur les activités. Ma question, y a-t-il des maxima par activité? Par exemple, si je veux réserver une certaine somme à l'activité communication, est-ce que je ne dois pas dépasser un certain seuil ou est-ce qu'il y a des maxima à imposer sur les différentes activités? Deuxième question concernant le financement toujours, quelle doit être la part du cofinancement? Donc, en proportion, est-ce qu'elle doit avoir une limite aussi? Une autre question concernant l'aspect formation et l'aspect formation des formateurs. Est-ce qu'on peut prévoir dans le projet des mobilités? Donc, on va prévoir certainement des experts qui vont venir chez nous, mais est-ce qu'on peut prévoir aussi des mobilités de formateurs algériens, par exemple, vers d'autres pays? Si c'est oui, vers quels pays? Quels sont les pays autorisés? Je me limite à cela comme question. Merci. Bonjour monsieur. Alors, pour votre question relative s'il y a des maximums dans les dépenses éligibles, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce sera précisé que la part relative aux frais de personnel et frais administratifs ne doit pas dépasser 50% de la subvention octroyée. Donc, c'est la seule condition qui est précisée dans l'appel. Après, bien sûr, ce sera au cas par cas, comme a dit Sima. Ensuite, pour la part du cofinancement, je reviens vers Siam, peut-être, qui peut nous éclairer sur cette question. Je peux répondre aussi, Haïdar, sur cette partie. Pour le cofinancement, monsieur, il n'y a aucune limite à imposer. L'université n'est pas obligée d'apporter un cofinancement, même dans le cadre de cette subvention. On le demande dans le budget prévisionnel à titre informatif. Pour nous, ça permet aussi d'évaluer un peu le degré d'engagement de l'université sur ce sujet-là, sur à la fois l'entrepreneuriat social et la réalisation des ODD. Donc, c'est à titre indicatif, mais il n'y a aucune contrainte, aucune règle qui soit imposée en termes de cofinancement.
Ma question sur la formation des formateurs. Ah, pardon. Vous aviez dit que, alors si j'ai bien compris, est-ce que c'est possible d'avoir une mobilité pour la formation des formateurs? Est-ce qu'on peut prévoir des mobilités, par exemple, d'Algériens vers l'étranger? Vers quel pays c'est autorisé dans le cadre de la formation de formateurs? Oui, bien. Nous, à l'AEF, on est toujours pour la coopération interuniversitaire et interrégionale. Oui, je pense que c'est possible dans la mesure des budgets proposés et de la faisabilité, bien sûr que oui. Je vous remercie. Bonjour. Merci, monsieur. Je vais donner la parole à monsieur Zidane Lamdari. Ah, d'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'AEF ainsi que tous les partenaires pour cette initiative. En fait, je me présente, je suis Zidane Lamdari, chargé de la coopération au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat. Donc, moi, en fait, j'ai deux petites questions par rapport à ce call. Donc, la première question elle concerne le canevas de candidature, de formulaire de candidature. En fait, vous avez mis un formulaire de candidature en ligne avec, qui est sur, qu'on ouvre sur le browser, sur Google Chrome ou Mozilla, et sur lequel, par exemple, on rentre les questions et on fait passer. Et par la suite, si on veut revenir, par exemple, pour uploader nos réponses à ce proposal, on risque de perdre le tout. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir si on peut avoir un canevas ou un formulaire qu'on peut remplir en local et puis par la suite, on vous l'envoie. Donc, ça, c'est ma première question. Puis, ma seconde question, en fait, elle concerne, en fait, c'est par rapport à l'incubateur. Donc, en fait, dans la première page du call, on trouve que les institutions ou universités qui ont déjà un incubateur, elles sont fortement, je dirais, leurs candidatures, elles sont appréciées. Alors que nous, ici, au sein de l'IAV, on n'a pas d'incubateur. Et donc, je voudrais savoir si on a une chance de postuler, puisque je lis même dans le call, quand je vais un peu plus loin, dans certains points, je vois création ou renforcement d'incubateurs. Donc, ma question, c'est de savoir si nous n'avons pas d'incubateur, est-ce qu'on peut candidater ou pas? Est-ce qu'on aura une chance d'être pris par la suite ou pas? Merci. Bonjour, monsieur. Alors, c'est des questions qui m'ont déjà été posées de la part de Madame Zbar. Vous le saluerez de ma part. Alors, pour le Canva, comme je lui ai déjà répondu, nous allons remonter ce feedback au prestataire qui gère le site pour voir si c'est possible d'intégrer le formulaire en ligne, de le réadapter en PDF. Après, pour la deuxième question, vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Oui, ma question, en fait, elle était par rapport à l'incubateur. Donc, en fait, vous avez signalé au début que les universités ayant des incubateurs déjà installés, elles sont fortement, elles ont plus de chances d'être prises. Donc, pour nous, le cas d'IAV qui n'ont pas d'incubateur, est-ce qu'on peut par la suite, est-ce qu'on a une chance d'être pris? Alors, pour cette question, vraiment, ce n'est vraiment pas un critère d'éligibilité ou qu'on prend en compte vraiment dans le processus de sélection. C'est justement le principe du projet Saphir, c'est d'encourager même les universités qui n'ont pas ou peu d'expertise en entrepreneuriat ou en entrepreneuriat social plus spécifiquement, à travailler dans ces domaines-là. Et nous, on travaille toujours dans ce sens-là, donc ce n'est vraiment pas un critère qu'on prend en compte. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Oui, pour aller dans le sens de Haïdar, l'appel est à la fois pour le renforcement, mais aussi la création d'incubateurs universitaires. Donc, si vous n'avez pas encore d'incubateur, que l'université a envie de s'engager dans cette voie-là, elle pourra bénéficier de la subvention, elle sera accompagnée pour mettre en place cet incubateur. C'est tout à fait possible. Mais Haïdar le rappelait aussi, Saphir, c'est vraiment très axé entrepreneuriat social.
pas généraliste. Donc, c'est vraiment pour soutenir des entrepreneurs qui ont des projets à impact social. En Mais effet, merci encore pour c'est votre un question. objectif. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Karima Boufenara. Merci beaucoup pour votre patience. Vous avez la main levée depuis un moment. Je vous en prie, Madame. Bonjour à tous. Merci. Je voudrais vous remercier pour votre accompagnement et pour la clarté de la présentation. J'ai heureusement quelques questions. J'avais quelques questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais j'ai d'autres questions qui sont un peu plus particulières. La première étant que l'université de Constantine III en Algérie est en phase de création, enfin, est en phase de labellisation d'un incubateur qui est issu d'un projet Erasmus+. Donc, je pose la question, est-ce que, par exemple, si le financement du projet Saphir peut contribuer justement au développement de cet incubateur qui est la résultante d'un projet Erasmus+. Donc, s'il n'y a pas conflit dans ce sens. Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne la formation des formateurs. Donc, par rapport à la formation des formateurs, est-ce que le projet Saphir va imposer une liste de formateurs extra-universitaires ou bien l'université peut faire appel aux experts qu'elle aura choisis, qu'ils soient nationaux ou internationaux? Pour revenir aux 3 premières phases de la première année, donc il y a une première phase qui concerne le pré-diagnostic, la seconde c'est celle de la formation action et une troisième qui va être une évaluation à mi-parcours. Est-ce qu'il va y avoir des documents à remettre à la fin de chaque phase? Donc après la première phase, il va y avoir un document à remettre concernant le pré-diagnostic, etc. Et est-ce qu'il y a des canevas à remplir par rapport à chaque phase? Voilà. Et puis, j'ai une question un peu plus particulière concernant le financement. Donc, le financement est à hauteur de 80 000 euros. Bien sûr, l'université, elle va ouvrir un compte concernant le projet Saphir, mais le versement, est-ce qu'il se fera en euros ou en dinars? Parce que les modalités ne sont pas les mêmes pour l'université. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour toutes vos questions. Siam, notre collègue de l'Institut français, je pense, voudrait répondre à votre première question. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que vous avez créé un incubateur grâce à des financements Erasmus. Si ce projet Erasmus est toujours en cours, Oui. si vous utilisez le financement de Saphir pour cet incubateur, il faudra que ce soit des coûts directement affiliés à Saphir, mais il faut que ce soit aussi des coûts qui ne sont pas déjà couverts par la subvention Erasmus+. En fait, vous ne pouvez pas payer 2 fois, enfin, vous ne pouvez pas utiliser la même, les 2 subventions pour la même chose. Très bien. En fait, lorsque le projet Saphir aura démarré, le projet Erasmus+ sera terminé. Donc, c'est un incubateur qui est un gain pour l'université. Donc, même si le projet est terminé, l'incubateur continuera à fonctionner, mais il sera plus justement financé par Erasmus+. Ah bah alors c'est bon, alors si le projet est terminé et que vous ne recevez plus de financement Erasmus+, il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que vous pourriez répéter votre dernière question? Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Alors en fait, les subventions seront reversées en euros par contre. Et si par contre, on vous alerte que s'il y a perte de change, ce n'est pas des coûts qui sont éligibles en fait dans le cadre des programmes européens. Donc voilà, Okay. Mais normalement, les subventions seront versées en euros, on décaisse en euros. D'accord, merci beaucoup. Et concernant les formateurs internationaux, est-ce que c'est le projet Saphir, il a une liste de formateurs ou bien l'université peut faire appel aux experts qu'elle aura choisis et qu'elle aura jugé utile pour la formation des formateurs? Du coup, Madame, là, vous parlez de la création du renforcement de parcours de formation. Tout à fait. Oui, non, pour cette expertise-là, l'université pourra aussi proposer des experts, mais comme on le disait tout à l'heure, cette proposition sera quand même soumise à la validation du consortium de partenaires Saphir. Donc, pour s'assurer que ça correspond aux besoins qui auront été identifiés, mais c'est tout à fait possible. L'université peut bien sûr proposer des formateurs de l'expertise interne ou externe, mais à condition de validation. Je D'accord. vais peut-être… Oui, madame. Si vous voulez, j'avais posé aussi une question par rapport aux 3 phases de la première année.
la première phase du pré-diagnostic, etc. Est-ce que vous allez nous fournir des documents qu'on aura à remplir à la fin de chaque phase? Pré-diagnostic, formation-action, et puis j'imagine que la dernière phase, celle de l'évaluation, elle se fera par des experts du projet Saphir et non pas par des experts de l'université. L'évaluation du parcours. Oui, ce sera de l'expertise externe. Et oui, pour le reporting, effectivement, on aura besoin de rapports. Ça, c'est des choses qui seront précisées au moment de la contractualisation, notamment avec les universités. Des guides seront mis en place pour préciser, spécifier toutes ces procédures. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Nous avons une question de notre collègue Nora Sultan, CNF d'Alexandrie. Oui, bonjour Sima, bonjour tout le monde. Je reprends la parole de ma collègue Yasmina quand elle a mentionné qu'une lettre d'acceptation ou de refus sera envoyée aux établissements qui ont postulé. Et donc, ma question maintenant, est-ce que ça sera possible de mentionner les raisons de refus dans cette lettre? Comme ça, les universités elles puissent candidater pour l'année prochaine et retravailler son projet et son dossier, oui ou non. Et ma seconde question, est-ce que l'université, dont son dossier a été refusé la première fois, elle aura la possibilité de candidater pour la seconde fois, oui ou non? Merci. Merci beaucoup Nora pour tes deux questions. Bien sûr, les raisons seront spécifiées en cas de lettre de refus. Les raisons seront expliquées dans un souci de transparence et c'est aussi une demande expresse de la Commission européenne parce qu'encore une fois, c'est un projet financé par cofinancé par l'Union européenne. Donc, les raisons seront mentionnées. On expliquera bien sûr aux universités pourquoi leurs candidatures n'auront pas été retenues le cas échéant. Et c'est bien sûr tout à fait possible, pour répondre à ta deuxième question, qu'elle candidate à nouveau dans le cadre de l'appel qui sera lancé dans 2 ans et qui permettra de sélectionner 9 autres universités. Ce sera à moins, bien sûr, à condition qu'elle respecte toujours les critères d'éligibilité qui sont mentionnés dans l'appel, mais il n'y a en principe aucune raison pour qu'elle ne puisse pas candidater une deuxième fois. D'accord. Merci, Sim. Merci beaucoup à toi. Je ne vois plus de main levée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être répondre aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Si, il y a M. Habib Kazi. Merci beaucoup Yasmina. Excusez-moi monsieur, je vous avais pas vu, je vous en prie. Non, je vous en prie, il y a pratiquement 80 personnes, donc c'est assez difficile de repérer les mains levées. Voilà, donc c'est parfaitement normal. Avant de poser les questions, je tiens absolument à remercier l'AUF et en tout premier lieu également, naturellement, le directeur de l'AUF et lui souhaiter naturellement le meilleur pour sa mission dans le Moyen-Orient. Également, un salut spécial également à tous les membres de l'AUF et tous les efforts qu'ils fournissent pour soutenir les universités arabes dans un milieu universitaire de plus en plus concurrentiel, je dirais. Voilà. Donc, j'aimerais, si vous le permettez, au nom de la présidente de l'Université islamique du Liban, poser 3 petites questions. La première question, elle est adressée directement justement à Yasmina. Au niveau des critères de présélection, est-ce que vous prendrez en compte, je dirais, la taille, les effectifs, ainsi que, entre guillemets, l'historique de l'université concernée? Par exemple, l'Université islamique du Liban a à peine une vingtaine d'années d'âge. Elle a pour ne pas dire quasiment aucune expérience en matière d'incubation. On a un milieu comme étudiant extrêmement défavorisé qui a besoin d'aide, d'urgence, notamment dans cette période de crise au Liban. Est-ce que ça peut être un critère véritablement, ou alors ça n'a strictement aucun impact sur la sélection des dossiers? Le deuxième élément, c'est j'aimerais… Dr Habib, excuse-moi d'intervenir juste une toute petite seconde. Allez-y. Avant que tu ne continues, alors bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Baléo, Madame Payet. Alors, en ce qui concerne justement notre jeune âge, mais nous sommes la seule université au Liban à avoir intégré la matière d'entrepreneuriat au sein de nos 9 facultés, toutes disciplines confondues.
Donc là, je pense que c'est aussi un point fort pour nous. Mais moi, j'aimerais juste dire que, alors déjà, merci beaucoup pour cette initiative et je l'ai déjà dit, mais ce qui est important, c'est l'accompagnement au montage et la création d'incubateurs, c'est-à-dire le know-how, on ne sait pas faire. Alors, qu'on soit sélectionné ou pas, est-ce qu'il y aura un accompagnement sur place? Voilà. Je te rends la parole, Habib. Merci beaucoup à toi. Ah, je t'en prie. Donc voilà, j'aimerais également poursuivre pour parler de ce fameux statut d'étudiant entrepreneur qui n'est pas présent au Liban. Est-ce que, dans quelle mesure cela peut également impacter sur la candidature? Quel est le rôle de ce statut dans la sélection des dossiers et dans la mise en œuvre des dossiers? Donc voilà, ça c'est vraiment une question spécifique au statut d'étudiant entrepreneur. Et naturellement son caractère, je dirais, extrêmement difficile à mettre en œuvre ici au Liban. La troisième question, c'est au niveau de l'incubateur lui-même. Qu'entend-on exactement par l'incubateur? Parce que nous savons, en tant qu'experts qui sont présents aujourd'hui, c'est que les frontières entre incubateurs, entre couveuses, entre pépinières, entre start-up d'entreprise, tout ça, ce sont des termes voilà, donc, qui ont été créés avec des objectifs précis. Le terme incubateur, est-ce que c'est véritablement au sens classique du terme, avec naturellement en y ajoutant l'entrepreneuriat social, évidemment? Est-ce qu'il est possible, quel sera son champ d'action? Est-ce qu'il portera en tant que couveuse, par exemple, est-ce qu'il va accompagner des produits sur le marché mis par les créateurs? Est-ce qu'il va aller encore plus loin et jouer le rôle d'une start-up? Ou c'est véritablement, c'est vraiment ça la question, c'est quel est l'objectif, quel est le contenu principal, quelles sont les missions véritablement qui seront allouées à cet incubateur? Voilà. J'espère, si je peux donner un peu plus d'informations, je suis naturellement disponible. Merci d'avoir écouté ces questions. Merci à vous, monsieur, pour ces questions. Je peux peut-être répondre rapidement aux deux dernières par rapport au statut d'étudiant entrepreneur. Donc, le Liban, avec la Tunisie et le Maroc, font partie des 3 pays sur les 9 pays d'intervention Saphir qui bénéficient de ce statut, où le statut a été reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ce serait quand même un… Mais est-ce qu'il est véritablement mis en œuvre au Liban? Sima, est-ce que je peux intervenir? Pardon, je vais laisser justement Nathalie Bittard, qui connaît bien ce dossier, peut-être réagir. Oui, bonjour. Donc, le statut étudiant entrepreneur. Bonjour. Donc, vous êtes à l'université islamique. Donc, votre université est partenaire du projet DIL, développement de l'entrepreneuriat étudiant au Liban. Donc, dans le cadre de ce projet qui regroupe à peu près 16 universités libanaises, ça fait presque 1 an et demi qu'on travaille sur les termes, sur le statut étudiant entrepreneur. Et comme Sima l'a dit, il a été reconnu par le ministère. Et toutes les universités ont fait tout un travail d'intégration de ce statut au sein de leur université et de l'enseignement. Donc, ce statut devait être lancé officiellement en début d'année, mais bon, avec tous les problèmes qu'il y a eu, les crises surtout sanitaires, donc ça a été repoussé. Fin août, donc il y a eu une vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux de l'AUF qui lance officiellement le statut. Bien évidemment, il faut qu'on fasse donc une réunion avec tous les partenaires et des étudiants pour leur expliquer c'est quoi ce statut et comment ils peuvent bénéficier de ce statut au sein de leur université. Mais chaque université sait déjà qu'elle peut mettre en place ce statut parce qu'il y a le règlement et chaque université a dit par exemple, ok, moi je veux remplacer les crédits de stage par un crédit si l'étudiant par exemple travaille sur sa start-up dans un incubateur. Donc, vous n'étiez pas présent aux réunions, c'est Madame Sylvie Devine qui représente l'UIL dans le cadre de DIL. Donc, ce statut existe. Il faut peut-être une réunion comme ça un peu plus officielle pour le lancer, pour le faire connaître auprès des étudiants. Merci beaucoup Nathalie pour cette précision. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez besoin de plus d'informations. Votre micro est coupé, monsieur.
Merci Nathalie pour ces informations. On était au courant, mais l'idée c'est que véritablement la construction d'un incubateur parallèlement à un statut qui est en train véritablement d'être mis en œuvre. Donc l'idée c'était comment concilier les deux ensemble. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Merci pour ces réponses. Je vous en prie. Et pour information, en fait, le site web, la plateforme a été lancée fin août, donc peut-être vous n'avez pas encore eu le temps tous de la visiter. Donc c'est dealproject.org et les étudiants peuvent aller sur ce site pour postuler et faire la demande au statut étudiant. Après, merci. je laisse Sima et les collègues répondre à vos questions. Oui, pour apporter un petit complément à ce que disait Nathalie, surtout pour les autres pays donc couverts par Saphir, donc, parce qu'il y a 9 pays, il y en a 3 où le statut existe. Donc, nous, quand on parle d'étudiants entrepreneurs dans le cadre de ce projet, on ne l'entend pas toujours au sens stricto sensu, parce que l'idée, c'est de soutenir les étudiants qui ont des projets d'entrepreneuriat. Donc, si pour le Liban, donc Nathalie le rappelait, le statut existe, c'est le cas aussi en Tunisie et au Maroc, mais pas dans les 9 pays. Donc, dans les pays où ce statut n'existe pas, les universités pourront quand même accompagner des étudiants qui ont des projets d'entrepreneuriat à impact social, même si le statut officiel n'a pas encore été mis en place. D'accord. Concernant également l'incubateur, voilà, donc quel sera le champ d'action, si vous voulez, de cet incubateur? Voilà, c'est vraiment l'incubateur au sens classique du terme, ou ça portera également les missions qui peuvent aller plus loin et qui sont traditionnellement confiées à des couveuses ou à des pépinières? Le but est de créer des espaces d'incubation aux étudiants, d'opportunités pour ces étudiants d'être exposés à l'entrepreneuriat social et de fournir des formations pour l'entrepreneuriat, à propos de l'entrepreneuriat social. Et de créer un espace durable. Le but de ce projet est d'avoir quelque chose qui est durable et pas finir lors du projet. Donc, je ne sais pas si Simon veut ajouter quelque chose. Non, c'est très clair. C'est clair que véritablement, c'est l'idée d'un mentorat. Voilà, c'est donc l'idée d'un mentorat et d'une formation, d'un accompagnement qui est véritablement important. Oui, non, c'est clair. Concernant la première question, Yasmina, puisque là, je vous ai devant moi sur l'écran. Voilà, donc concernant donc la taille, les effectifs, est-ce que tout ça, ce sont des critères qui seront pris en compte lors de la présélection? Donc, il y a des critères qui ont été mentionnés tout d'abord, mais surtout le nombre d'enseignants, chercheurs et de personnel administratif va être pris en considération. Mais c'est ça. Ce sont ces indicateurs qui vont être pris en considération. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. On n'a plus beaucoup de temps. On va prendre peut-être rapidement, monsieur, je vois que vous levez la main. Oui. Je vous en prie, monsieur Nabil. Merci beaucoup. Je me présente, c'est Dr Chariat. Je suis le directeur de l'incubateur de l'université de Blida, en Algérie. Donc, on a créé un incubateur qui est en cours de la création et on aimerait bien postuler dans ce projet Saphir. Lorsque j'ai analysé le dossier à soumettre, il y a une partie qui concerne le projet de l'incubateur. C'est ça. Donc, il y a un planning sur 18 mois. Qu'est-ce qu'on envisage de faire? Dossier à soumettre, en dehors des autres pièces à fournir. Donc, nous, actuellement, ça fait une année qu'on est lors de la création. On a fait pas mal de sélections, des concours pour des étudiants porteurs de projets à dans une université. On a sélectionné plusieurs. Actuellement, on a 3 projets qui vont rentrer dans l'incubation. Et là, on est intéressé par le projet Saphir pour nous soutenir sur notre fonction. Donc, actuellement, on travaille avec 3 coachs, mais on a besoin de voir est-ce qu'on est sur le bon chemin. Et c'est pour ça que nous voulons postuler pour ce projet. La question que je pose, je n'ai pas pu suivre dès le début ce webinaire. Maintenant, il y a combien de postes sur votre concours qui
peuvent bénéficier du projet Saphir? Et est-ce que 80 000 euros sont pas pour chaque incubateur ou pour l'ensemble? Donc, pour moi, ce n'était pas clair. Voilà, merci. Bonjour, Monsieur Chériet. On vous remercie pour votre intérêt au projet Saphir et on vous encourage, comme tous les participants aujourd'hui, à candidater à l'appel à candidature. Donc, pour répondre à votre question, en ce qui concerne l'incubateur, nous, en fait, l'appui technique et financier qu'on propose, en fait, se réfléchit que sur les trois activités qu'on a présentées et qui sont disponibles, je le rappelle, sur le site, sur le PDF de présentation de l'appel. Après, Sima, tu vas ajouter quelque chose? Non, je pense que… Ah, j'ai vu que tu as levé la main, désolé. Voilà. Après, est-ce que vous pouvez me rappeler votre deuxième question? Votre micro est coupé. Maintenant, il y aura de projets sélectionnés. Combien de candidats sur ce projet de candidature? Combien seront sélectionnés? Et aussi, est-ce que c'est par pays ou c'est en fonction de l'étude du dossier? Et aussi, les 80 000 euros, est-ce que sont pour chaque incubateur sélectionné ou pour l'ensemble? C'est cette somme. Merci. Oui. Alors, il y aura 2 appels à candidature qui retiendront 18 établissements et universités. Là, pour ce premier appel, ce sera que 9 universités. Le deuxième appel, ce sera en 2022. Et là, pour ce premier appel, désolé, j'ai oublié votre deuxième question. Je crois que c'est par rapport à la subvention, ce sera à 80 000 euros pour chacun 80 des 000, voilà. enseignements supérieurs qui seront sélectionnés. Ce ne sera pas 80 000 en tout, mais 80 000 pour chaque université sélectionnée. Et j'ai une question sur le dossier de candidature. Il y a une partie, je crois, le point 7 et 8, qui concerne le planning de votre programme d'incubation. C'est ça? Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus sur ce programme qu'on va mettre, notre projection et nos prévisions sur les 18 mois? Peut-être juste avant, pour répondre à votre question précédente aussi sur le nombre d'universités soutenues par pays, l'idée de Saphir, c'est quand même d'assurer une représentativité la plus forte possible entre les pays d'intervention. Donc, il n'y a pas de quota par pays. On ne peut pas vous dire qu'il y aura tel nombre d'universités soutenues dans tel pays, mais on sera très soucieux de faire en sorte que tous les pays puissent bénéficier du programme. Merci. Je laisse Aïda vous répondre à votre dernière question. Oui, pour la question du chronogramme, le chronogramme, en fait, ce n'est pas uniquement pour l'incubation, mais c'est pour toutes les activités à mettre en œuvre dans le projet. Alors, il s'agit de la gouvernance en responsabilité sociale des universités, de la création ou le renforcement d'espaces d'incubation, mais aussi la création ou le renforcement des parcours de formation. Donc, c'est toutes ces activités à mettre en œuvre sur les 18 mois du projet. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Oui, c'est répondu. Juste pour vous informer que ça fait 4 ans qu'on, nous, à l'Université de Lida, on a créé d'abord le centre des carrières, ensuite la maison d'entrepreneuriat, et maintenant nous complétons avec l'incubation qui vient terminer notre parcours. Donc, est-ce qu'on va introduire tout ce qu'on est en train de faire depuis 4 ans sur le centre des carrières et la maison d'entrepreneuriat, parce qu'on a beaucoup de formations qu'on donne aux étudiants. Et est-ce que ça va rentrer dans ce chronogramme? Oui, bien sûr. Si vous avez déjà une expertise en entrepreneuriat et plus spécifiquement en entrepreneuriat social, parce que c'est le cœur du projet Saphir, on vous encourage à développer, à renforcer ces activités que vous avez déjà en cours. Bien sûr. Parfait, magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions, monsieur. Je vais donner la parole maintenant à monsieur Salem Hayar, qui souhaitait poser une question.
Monsieur Hayar, vous êtes avec nous? Oui, excusez-moi, j'étais au mieux microphone. Donc voilà, merci à vous. Donc voilà, ma question c'était, est-ce que l'université libanaise, donc je viens de l'université libanaise, est-ce que l'université libanaise peut déposer un seul projet ou bien on peut déposer plusieurs projets par faculté? C'est-à-dire par faculté de sciences ou faculté de santé ou autre, ou bien l'université libanaise a le droit de soumettre un seul projet par université en total? Bonjour, Monsieur Salem. Non, l'université en telle qu'elle doit postuler une candidature seulement. Vous ne pouvez pas postuler une candidature par département ou par établissement sous l'université. Donc, c'est seulement l'université libanaise qui doit postuler. OK. Une autre question, s'il vous plaît, c'est dans le fichier donc PDF que je viens de lire. En fait, qu'est-ce que vous entendez parler par indicateur de méthodologie? C'est en termes d'activités à réaliser dans le cadre du projet. Donc, vous citez donc comme indicateur de méthodologie au moins 5 personnes qui doivent participer aux sessions du travail et au moins 5 personnes qui doivent participer aussi aux sessions du travail. C'est quoi ces personnes doivent être désignées par l'université pour participer au projet, dans la construction du projet? Est-ce que vous pouvez m'apporter quelques éclaircissements sur ce point, s'il vous plaît? Allô? Oui. Et Simon? Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, monsieur? Oui, dans le fichier PDF, oui. C'est mentionné comme dans la présentation des attendus en termes d'activités à réaliser dans le projet. Et vous dites indicateur de méthodologie, output. Donc, et vous mentionnez qu'il faut au moins 5 personnes en tant qu'enseignants, chercheurs, personnel et administratif qui doivent participer aux sessions du travail sur la rédaction d'une stratégie intégrant les ODD, OK, développement durable. Et puis après, est-ce que ces personnes doivent être désignées par l'université? Je n'ai pas compris cette notion-là. Est-ce que vous pouvez m'apporter quelques éclaircissements, s'il vous plaît? Oui, ce sont les enseignants qui doivent assister aux formations. Et puis, c'est le nombre des enseignants qui vont assister et l'indicateur qui va être mesuré pour évaluer la mise en œuvre des activités. C'est-à-dire dans le projet que je dois soumettre à l'UF, il faut désigner au moins 5 personnes. Oui. Et 5 autres personnes et 2 autres personnes comme ça. Donc, c'est l'équipe. Il faut désigner toute l'équipe du travail qui doivent participer en fait dans la réalisation du projet ci après, une fois retenu. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà. Sachant que c'est un minimum, monsieur, ça peut être plus d'enseignants, chercheurs impliqués, ça peut être plus de personnes, mais l'indicateur, parce qu'il fallait en fixer un, il a été mesuré comme ça, mais ça pourra concerner plus d'enseignants, chercheurs, plus de personnel aussi. OK, merci beaucoup. Mais merci à vous. Monsieur Lohrichi, vous aviez une question? Bonjour. 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 Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Juste une petite question, ou bien deux questions concernant tout d'abord, vous avez parlé de l'incubateur ou bien d'incubateur d'entreprise. Je crois que cette terminologie incubation, elle est liée à l'innovation. Donc, si on parle d'incubation, on parle de l'accompagnement pré-création, c'est-à-dire pendant la phase des tests, des essais, des idées de projet. Donc ici, il faut faire la différence entre l'accompagnement pré-création et l'accompagnement post-création et l'accompagnement à la création. Et je reviens à monsieur qui a parlé de l'incubateur pépinière et de couveuse. Donc, je crois que ici on parle de projet social, mais innovant. Si j'ai bien compris, si
on va utiliser l'incubation de projets? Cette première question, est-ce que vous parlez des entreprises innovantes, sociales, ou bien n'importe quelle entreprise? Deuxièmement, ma deuxième question, concernant, vous allez limiter la partie création d'entreprises en entrepreneuriat aux entreprises sociales. Est-ce que vous ne voyez pas ici que vous limitez l'initiative privée pour la création des entreprises pour les jeunes des universités? Parce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on va incuber et héberger juste les entreprises sociales. Je me présente, je suis Moaz Louhesh de l'Institut d'urgence arides sud-tunisien. Donc, en fait, l'activité incubation d'entreprise, on travaille depuis presque 5 ans à 6 ans dans l'incubation, mais on travaille sur l'incubation de projets innovants. Donc, notre rôle principal, c'est plutôt de détecter les ingénieurs, les techniciens, les porteurs des idées innovantes, et on essaie avec nos chercheurs et notre centre de recherche d'accompagner techniquement et la partie faisabilité technique du projet. Par la suite, on a deux autres structures, les pépinières d'entreprise, qui vont accompagner le projet pendant la phase de rédaction de plan d'affaires. Donc, c'est des questions, elles sont très intéressantes pour nous, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on est dans l'appel à projet ou bien est-ce qu'elle est ouverte pour les projets pas innovants. Merci bien. Merci, monsieur, pour vos questions. L'innovation est au centre, vous le rappeliez, de tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, bien sûr, même pour l'entrepreneuriat social, ce serait un critère très important. L'idée d'innovation, il faut que les solutions qui soient proposées par les entrepreneurs sociaux, qui seront accompagnés par les incubateurs universitaires, répondent de manière innovante à des problèmes environnementaux, culturels ou sociaux. Donc, ce critère d'innovation est central et très important. Il sera bien sûr pris en compte. Par rapport aux activités de l'incubateur, vous avez raison, il y en a plusieurs. Il faut favoriser la création d'entreprises. Mais là, dans le cas de Saphir, on est vraiment très axé sur la réalisation des objectifs de développement durable. Il y a un axe très fort dans le projet autour de ça, autour du développement durable et de l'entrepreneuriat social. L'idée, c'est vraiment d'encourager les jeunes à être des acteurs et des citoyens actifs dans le développement de leur société pour les aider à résoudre les défis auxquels ils font face, pour les aider à instaurer des plateformes de dialogue avec les pouvoirs publics pour pouvoir trouver des solutions ensemble pour que la jeunesse puisse être entendue davantage dans ces pays-là pour qu'elle puisse proposer ses solutions aussi. Donc, cette idée d'implication sociale est vraiment centrale dans le projet Saphir. Donc, les activités qui seront proposées dans le cadre des incubateurs universitaires devront toujours prendre en compte cette dimension-là. Il devra s'agir d'entrepreneuriat social, ce qui n'empêchera pas l'université de développer d'autres activités d'entrepreneuriat plus classiques, entre guillemets, à côté. Mais dans le cadre de Saphir, on pourra soutenir que des activités en lien avec l'entrepreneuriat social et le développement durable. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, monsieur. On n'a plus beaucoup de temps. On va prendre une dernière question. Oui. Oui, nous allons prendre une dernière question de madame Boubker et ensuite on essaiera de répondre rapidement aux questions qu'on a reçues sur le chat. Madame Nesra, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai deux questions en fait. Moi, je représente l'École nationale des sciences appliquées à Tanger qui appartient à l'université Ahmed Melik. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut postuler en tant qu'école ou bien le candidat doit être absolument une université? Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième, donc, puisque ce projet Saphir est en train de financer des projets à fort impact social, en fait, actuellement, nous disposons de plusieurs projets qui sont en cours, mais qui sont, on va dire, développés dans le cadre d'Enactus Morocco. Ma question, est-ce qu'il serait possible de les accueillir au sein de notre incubateur une fois approuvé par Saphir? Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire ce partenariat entre Enactus et Saphir? Voilà, merci. Bonjour madame. Tout d'abord, on vous présente nos condoléances après le décès du président de l'université de Tanger. Ah oui, merci beaucoup. Donc pour votre question, il se trouve que l'appel s'adresse aux universités.
Donc, si vous faites partie d'une école, il vaut mieux, si possible, de fournir les documents relatifs à l'université de tutelle. Après, pour la question par rapport à Annexus Morocco, encore une fois, nous, on est toujours dans une optique de partenariat et de synergie, mais il faut que la candidature soit menée exclusivement par l'université. Après, c'est libre à vous d'élaborer les partenariats ou de renforcer les partenariats que vous avez déjà en cours avec Annexus. Pour compléter rapidement sur votre première question, parce qu'elle nous a aussi été posée sur le chat, il y a un critère d'éligibilité primordial. Pour nous, c'est vraiment que l'université, l'établissement d'enseignement supérieur qui postule soit accrédité auprès du ministère d'enseignement supérieur du pays qui l'héberge. Donc ça, vous posez une question par rapport au statut de l'établissement, donc ça, c'est vraiment un critère incontournable. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous propose de répondre aux questions qu'on a reçues dans le chat par écrit. Je vous remets tout de suite l'adresse mail. Je donne la parole à notre directeur régional au Moyen-Orient, M. Baléo. Oui, simplement pour répondre à quelques questions sur lesquelles les réponses n'ont pas été forcément très complètes, qui avaient été soulevées à plusieurs reprises. Alors, oui, nous, on pourra accompagner par une aide à l'ingénierie le montage et le montage du projet. Il y a aussi eu plusieurs questions sur entrepreneuriat social, entrepreneuriat non social plus classique. Quid des projets non retenus, etc. Alors, on a un certain nombre de dispositifs, en tout cas au moins ici au Liban et en Égypte, avec des incubateurs qui sont, ou des espaces de coworking qui sont mis en place dans le cadre de différents programmes qui permettent ou qui peuvent permettre aussi de prendre en compte un certain nombre de projets qui seraient hors sujet sur le programme Saphir. Donc, Saphir vient, pour ce qui concerne au moins ces deux pays, compléter un dispositif qui permet aussi aux universités que vous êtes de proposer un certain nombre d'autres projets d'entrepreneuriat et d'incubation. Idem pour la région Maghreb. Nous avons des dispositifs complémentaires qui accompagnent, notamment avec un incubateur francophone africain qui en ce moment même est en train de traiter plus de 1000 de propositions de projets qui nous ont été transmises, des dispositifs d'accompagnement sur les enjeux de soft skills qui peuvent se situer donc en amont pour les porteurs de projets, pour les accompagner à peut-être mieux le structurer. Bref, je ne vais pas énumérer l'ensemble des dispositifs, mais n'hésitez pas à prendre contact avec notre direction pour s'inscrire soit effectivement dans l'accompagnement vers le projet Saphir ou d'une manière complémentaire avec d'autres dispositifs. Merci beaucoup, Madame Payet. Merci, Monsieur Baléo, pour ces précisions. Effectivement, l'AUF développe beaucoup d'autres projets autour de l'entrepreneuriat. On est partenaire de Saphir, mais on est aussi sur beaucoup d'autres projets d'envergure. Donc, n'hésitez pas à contacter nos directions régionales au Maghreb et au Moyen-Orient, qui sont donc basées à Rabat et à Beyrouth, et qui pourront vous parler aussi des autres programmes d'appui qui existent au niveau de l'AUF. Malheureusement, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je propose aux participants qui ont encore des questions de nous écrire. Je viens de vous remettre l'adresse de contact Saphir. Écrivez-nous, on vous répondra très rapidement à toutes vos questions. Je voudrais aussi remercier très rapidement, bien sûr, vous toutes et tous qui nous avez suivis. On a été autour de 80 personnes. C'est beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet. J'espère qu'on a pu apporter les réponses, les précisions que vous attendiez et que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Et je voudrais aussi remercier très sincèrement Carole Awad, notre collègue de Pitchworthy qui était aux manettes, qui a assuré qu'en termes de régie, de technique, tout fonctionne très bien. Un grand merci à Carole et merci beaucoup bien sûr à tous nos partenaires du consortium, l'Institut français, chef de file de ce consortium, le LABES, Pitchworthy, la NND et CFI. Merci, un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.
Merci à vous. Au revoir. On vous remercie. Et après, à bientôt. Merci à tout le monde. Hein. À Merci. très bientôt. À bientôt.